Bonjour. Donc, toute première question, Robert, est-ce que vous pourriez nous présenter le groupe, juste pour qu'on se rende compte un tout petit peu de la taille et d'un peu le profil géographie et aussi vers où ça va un petit peu là. Bien sûr. Déjà, merci de m'avoir invité, première chose. Je m'appelle Robert Deredinger. Je travaille pour un groupe qui s'appelle Swiss Medical Network. Nous avons une vingtaine d'établissements hospitaliers répartis un petit peu dans toute la Suisse. Et puis une cinquantaine de centres ambulatoires. Donc on a la chance d'être dans plusieurs cantons en Suisse, autant des cantons francophones, germanophones que italophones. Et on traite environ 38 à 40 000 patients stationnaires par année. Évidemment beaucoup plus de patients ambulatoires. Et voilà, pour le groupe, je pense que... Et vous êtes quand même assez axé sur l'innovation. C'était juste pour... Oui, complètement, oui. Parce qu'on comprenne un petit peu le profil et votre aventure. J'ai toujours eu un goût pour l'automatisation des processus, tout en respectant la qualité des soins. Ça fait 30 ans maintenant que je suis dans le domaine. Et c'est vrai qu'au début des années 2020, lorsque les premières IA sont sorties, j'ai eu un grand intérêt à essayer de trouver une solution pour le domaine du codage médical. Parce que c'est des gens, nos codeurs, c'est des gens qui ont déjà eu une vie professionnelle avant, souvent issus du bloc opératoire, des instrumentistes, qui, au fil du temps, ont décidé d'arrêter leur travail au bloc pour mille et une raisons, et puis se sont dirigés vers une formation de codeur médical. Donc ce sont des gens qui arrivent sur le marché, ils ont déjà 35-40 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Des codeurs médicaux en Suisse. Et le problème qu'on se constate, c'est que les structures tarifaires nécessitent de plus en plus de codage médical. On a une structure tarifaire qui s'appelle SwissDRG. J'imagine que les Diagnosis Related Groups, c'est ce que vous utilisez aussi pour tout ce qui est somatique. Mais on nous a ajouté pour tout ce qui est réadaptation, TARPSY pour tout ce qui est psy. Et du côté des assureurs aussi, ils veulent contrôler les factures. Donc ils engagent aussi de plus en plus de codeurs médicaux. Donc on s'est retrouvé avec un pool de codeurs assez restreint déjà à la base. Et puis on nous augmente les structures tarifaires qui nécessitent du codage. Donc les assureurs vont augmenter aussi ce pool-là. Et on s'est dit qu'on allait avoir un problème dans un futur relativement proche à trouver des codeurs, absolument. Donc c'était ça la situation dans laquelle vous vous trouviez il y a 2 ans? C'est exactement la situation dans laquelle on s'est retrouvé il y a 2 ans. Et j'avais envie aussi d'amener une vraie plus-value, moi, à ce métier. Aujourd'hui, c'est des gens qui lisent des documents et qui retranscrivent les mots en code. Ce que j'aimerais, et ce qui manque dans nos établissements, c'est ce qu'on appelle du medicine controlling. Autant du medicine controlling stratégique qu'opérationnel. Et surtout stratégique, j'ai envie de dire. C'est des gens qui pourraient apporter une vraie plus-value aux établissements hospitaliers dans les protocoles médicaux afin de faire en sorte que le parcours du patient et sa prise en charge suivent le financement que l'on reçoit. On constate trop régulièrement qu'en fonction des habitudes des uns et des autres, de certains médecins, la prise en charge est excellente, mais elle ne correspond peut-être plus au financement que l'on reçoit. Et c'est une réalité, c'est que si on continue dans ce sens-là,
eh bien, on ne va pas dans le bon sens. Donc, vraiment, l'idée, c'était d'essayer pas de remplacer les codeurs, mais d'utiliser les codeurs dans un autre métier, ou partiellement dans un autre métier, pour accompagner nos médecins dans tout ce qui est prise en charge du patient, qui soit lissé avec le financement que l'on reçoit. Mais du coup, alors comment la question de l'automatisation du codage s'est imposée, ou en tout cas s'est présentée à vous? En 2021, lors d'une discussion, et qu'on a vu un petit peu tous ces nouveaux, c'était le début des LLM, j'ai cherché à voir s'il y avait déjà des entreprises qui s'étaient intéressées à la retranscription automatique via une certaine intelligence qui à l'époque s'appelait peut-être pas forcément artificielle, mais c'était plus des chaînages. C'est ce qu'expliquait M. Stefaniak tout à l'heure. C'était pas forcément quelque chose de très intéressant, ça nous amenait pas de réponse. Mais au début de ces ChatGPT, lorsqu'il est sorti dans les fins des années 2020, on s'est dit que là, il y avait un vrai potentiel. Et si on arrivait à entraîner la machine à lire la documentation médicale et à reproduire le travail de l'humain, eh bien, je pourrais régler ce problème de manque de personnel à terme et utiliser le personnel pour justement amener cette vraie plus-value en termes des protocoles opératoires et créer cette dynamique qui, avec moins de personnes ou tout autant de personnes, pour arriver à quelque chose d'économiquement viable sur le long terme. Et donc la solution de Swisscoding vous a tout de suite plu parce que c'était expérimental au début? Alors c'était complètement expérimental. Moi j'ai été regarder un petit peu partout. J'ai été regarder ce qui se faisait aux États-Unis, j'ai été regarder un petit peu ce qui se faisait chez nous à l'hôpital de Zurich, un des plus gros centres, où ils étaient en train de travailler sur quelque chose. Mais ils ont abandonné, le projet a avorté en cours d'année 2021 chez eux. Et puis, il y a eu cette discussion avec Swisscoding où je pense qu'il y a eu pas mal d'événements qui font que il y a eu la chance aussi de cette rencontre. Et puis, il y a eu IBM qui s'est intéressé, qui a apporté son expertise. Et les premiers résultats ont été convaincants, vraiment convaincants. Donc on s'est lancé dans l'aventure. Moi, je reste persuadé que ça va arriver un jour à l'autre. Je veux dire, nous, dans le domaine hospitalier, on est toujours un petit peu en retard dans tout ce qui est technologique. Mais il suffit de regarder autour de nous. Tout se fait maintenant, énormément de choses se font via l'IA. Donc on a pris notre courage à deux mains et on s'est dit on se lance dans l'aventure. Alors, il y a eu quelques conséquences, on en parlera peut-être tout à l'heure, tout n'a pas été rose. Mais on a décidé de se lancer dans cette aventure-là, persuadé qu'un jour ou l'autre ça va arriver. Autant être les premiers à se lancer dans l'aventure pour pouvoir dessiner notre métier d'avenir. Non, mais en plus, ça s'est fait par étapes. C'était pas des risques extraordinaires que vous preniez au départ. On voulait pas prendre de risques. On veut vraiment que la machine code aussi bien que l'humain. Donc, ce qu'on a fait avec l'entreprise Swisscoding, c'est qu'on a eu des meetings réguliers pour voir quel était le taux de satisfaction de la machine, quels étaient les types d'interventions que la machine codait le mieux. On s'est assez vite rendu compte qu'en orthopédie, puisque le codage en orthopédie est assez carré, on arrivait à des résultats relativement intéressants et très rapidement. Ce qui était bien pour nous, parce qu'on faisait beaucoup d'orthopédie on fait beaucoup d'orthopédie dans nos établissements. Donc ça nous a permis de nous lancer là-dedans. Après, on a regardé un petit peu pour tout ce qui était obstétrique. Et là, il a fallu aussi changer quelques méthodes de travail. Certains nous transmettaient uniquement le partogramme comme
comme documentation médicale, alors que non, il faut un rapport opératoire, une lettre de sortie, que ce soit autant pour césarienne et peut-être juste une lettre de sortie pour un accouchement par voie basse. Mais il nous fallait de la documentation, donc on a dû changer quelques mauvais réflexes de la part de nos médecins. Et régulièrement, on arrive à voir qu'on progresse gentiment et que la machine s'approche dans plusieurs domaines maintenant, aussi bien que l'humain, et ce qui nous permet de rediriger nos ressources humaines sur une plus-value très intéressante, parce qu'ils sont vraiment avec nos médecins à les aider. Et on a eu un peu de chance aussi, parce que de plus en plus de structures médicales en Suisse, les médecins sont payés en fonction d'un pourcentage du résultat. Ce qui n'était pas le cas avant, à l'époque. Donc les médecins s'intéressent maintenant aux structures tarifaires, beaucoup plus, et veulent comprendre pourquoi est-ce qu'on arrive sur le forfait numéro 1 ou le forfait numéro 2, et parce leur rémunération est aussi en jeu en fonction de ces forfaits-là. Donc il y a une vraie collaboration qui s'est faite entre les médecins et nos codeurs dans le but de... Donc vous avez plus de justifications, vous avez accès à plus de justifications grâce à Cody qu'avec le codage humain? Alors, Cody nous a permis justement de nous libérer du temps pour pouvoir discuter avec les médecins, chose qui était juste impossible avant, parce qu'on avait juste des équipes qui ne faisaient que de coder, qui n'avaient pas le temps de répondre et d'accompagner les médecins pour rechercher peut-être le meilleur protocole ou quel était qu'est-ce qu'ils devaient écrire aussi dans le rapport opératoire pour que, d'un point de vue codage, nos codeurs n'ont pas le droit d'inventer. Ils doivent lire et puis répercuter exactement ce qui s'est dit. Ils ne peuvent pas dire « Ah ben tiens, je pense qu'il voulait dire ça » et rajouter un code. Donc c'est très carré. Par contre, expliquer aux médecins « Écoute là, je sais que tu as fait une suture du ménisque, mais pourquoi est-ce que tu m'écris que l'arthroscopie du genou? Donc il va y avoir si tu me mets ça, je vais pouvoir rentrer un code, etc., et améliorer le revenu. Donc on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas en phase d'optimisation de la facturation, mais on s'est rendu compte qu'on était souvent en sous-optimisation jusqu'à aujourd'hui, parce que les médecins, eux, pensaient bien faire. Mais le monde administratif et le monde médical, comme ils ne se parlaient pas, chacun pensait bien faire, et notre administration ne répercutait. C'était que le miroir d'une réflexion médicale qui pensait bien faire. Et le fait d'avoir pu libérer nos codeuses et de discuter avec les médecins a fait que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait mieux faire. On s'est rendu compte qu'on oubliait certaines choses qui, pour les médecins, ne semblaient pas forcément très importantes, mais l'administratif, ce petit code en plus, permettait à l'algorithme d'arriver sur un forfait supérieur. Là, on est déjà dans les impacts. Mais si on revient juste un tout petit peu en arrière sur plutôt l'aspect technique, même si ce n'est pas du tout votre domaine, mais qu'est-ce qui vous a le plus surpris au début et aussi au niveau de l'intégration? Enfin, il me semble que c'était quand même assez fluide. Alors oui, au tout début, on nous a demandé de transmettre des données. Donc on avait la chance de stocker tous nos rapports opératoires et lettres de sortie dans un endroit. On a pu simplement transmettre le lien pour aller regarder à cet endroit. Donc Swiss Coding Technology a pu voir, accéder à l'intégralité de notre documentation. Tout de suite, on a mis en place, comme avait expliqué M. Stefaniak tout à l'heure, un outil pour anonymiser la documentation. La première chose, c'était très important pour nous qu'on ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui sorte de l'hôpital qui ne soit pas anonymisé. Donc la première chose qu'on a pu faire avec eux, c'est d'anonymiser toute la documentation. Une fois que la documentation est anonymisée, que la machine puisse commencer à lire la documentation et à l'apprendre. Ce qui était très impressionnant, c'est de voir qu'il ne fallait pas forcément avoir une structure, un document structuré pour que la machine comprenne.
On a poussé le vice assez loin. On a même mis des taches de café sur certains documents pour voir si la machine comprenait. Et la machine arrivait clairement à lire tout type de documents. Et ça, c'était très impressionnant. Ouais. Et la rapidité dans laquelle tout ça s'est fait a été assez impressionnante aussi. Et comment s'est construite la confiance? Parce que c'est vraiment une question super importante. Donc Swisscoding Technologies explique que l'IA s'auto-évalue. Donc on a ce petit pourcentage qui nous montre que oui, ça a bien respecté les tests ou les critères. Mais pour vous, est-ce que vous avez dû faire un cheminement mental, psychologique pour accepter que, parce qu'en fait, comme l'expliquait Stéphane, le code, il va partir directement dans le dossier, voilà, exactement. Donc, on ne va pas forcément le voir. Est-ce que vous avez dû lâcher quelque chose ou est-ce que vos équipes ont dû... Enfin, est-ce qu'il y a un petit truc à faire pour accepter cette confiance? Ou est-ce que tout est là devant et on fait des tests au fur et à mesure et on se rend compte que c'est bon? Il y a deux facettes dans cette confiance. Il y a la confiance technique, puis après il y a la confiance humaine, ou la confiance des équipes. Dans la confiance technique, ce qu'il faut comprendre, c'est que la machine va tout lire, tout coder en background, mais c'est nous, hôpital, qui allons décider qu'est-ce qu'on libère. Ça, c'est super important. Donc, c'est en discussion avec Swisscoding. Monsieur Rousseau parlera peut-être tout à l'heure de ce genre de taux de satisfaction, mais on va voir statistiquement ce que la machine arrive à coder aussi bien que l'humain. Et nous, on s'est mis un taux de satisfaction super élevé. On s'est dit, il n'y a pas, si c'est en dessous de 95%, je ne veux pas que la machine, elle injecte quoi que ce soit dans mon système. Et régulièrement, on est arrivé sur des taux de 95%. On a évidemment contrôlé avec l'humain que c'était pas du pipeau, c'est 95%. Donc, et dès que c'était validé, eh bien, on libérait spécialité par spécialité ou geste opératoire, intervention par intervention. On libérait, à chaque fois que tu as cette intervention-là, maintenant c'est validé, tu l'injectes. Et régulièrement, on a cette confiance en la machine, elle se fait de manière progressive, elle s'est faite de manière progressive. Ça, c'est pour l'aspect technique. Maintenant, la confiance humaine, et c'est ça peut-être qui a été un peu plus douloureux. On ne voulait pas, ça n'a jamais été le but de licencier des codeurs pour les remplacer par la machine. C'était vraiment le but, c'était d'utiliser cette plus-value humaine, parce que c'est des gens qui ont une compétence énorme, c'est des gens qui ont été sur le terrain, et c'est des gens qui non seulement ont cette vision terrain, mais c'est des gens qui ont ce côté administratif maintenant, ce paquet administratif. Donc ils voient les deux côtés de la facette, et malgré le fait qu'on ait essayé de transmettre l'information qu'il n'y aurait pas de remplacement, etc., l'humain a peur. La peur de se faire remplacer par la machine, a peur que son métier ou que son confort personnel soit effacé par la machine. Donc on a eu plusieurs départs dans l'équipe de codage, et je trouve ça un petit peu dommage, parce que je reste persuadé qu'à terme on va y arriver, et ce que je trouve dommage, c'est qu'elles auraient pu justement redessiner leur métier d'avenir, j'ai envie de dire, mais certains ont décidé de nous quitter pour aller coder dans d'autres établissements hospitaliers, absolument. Donc il y a un impact humain qui n'est pas exactement là où on pensait, en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, justement, ça fait une année à peu près maintenant que Cody tourne chez vous. Ouais. Et du coup, quelle charge en moins est-ce que ça représente concrètement?
De quelle manière est-ce que ça vous a soulagé? Oui. Cody tourne depuis une année. On a maintenant à peu près 4500 dossiers stationnaires qui ont été faits en une année par la machine. C'est ce qui représente un employé plein temps pratiquement pour le groupe. Ce qui a changé, c'est qu'on a pu redessiner donc, une partie, on a pu attribuer justement au medicine controlling, donc ce lien avec les médecins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu aussi comparer les résultats de la machine avec les résultats humains, parce que parfois, suivant les écoles que vous faites, vous avez appris que telle et telle procédure et puis qu'il faut le coder de telle et telle manière. Et c'était assez intéressant de voir que peut-être la machine apportait un autre code ou une autre vision, et ce qui a amené à avoir une autre réflexion et de se dire tiens, non. Et on a aussi appris grâce à la machine de certains éléments. C'était assez intéressant. Ce qui est donc le plus intéressant maintenant, c'est que la machine évolue. Les LLM évoluent. Les LLM maintenant permettent de raisonner, ou en tout cas d'écrire le raisonnement. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que dans les dernières LLM qu'on a, on a un raisonnement qui est expliqué. Ce qui permet de comprendre pourquoi est-ce que la machine est arrivée sur cette conclusion-là, ce qui permet de plus facilement corriger la machine s'il y a besoin de la corriger, mais ça permet de gagner énormément de temps dans la transmission. Si l'assureur nous demande de justifier, eh bien, il n'y a qu'à transmettre le raisonnement de la machine qui est, aujourd'hui, je vous l'affirme, super bien fait. Vraiment, le raisonnement de la machine est très intéressant et dans un français parfait. Donc, on peut transmettre du 1 pour 1 directement le texte de raisonnement de la machine directement à l'assureur comme justification, ce qui fait gagner énormément de temps à notre service de codage médical. Donc ça, c'est une plus-value surprise, inattendue. Enfin, vous ne comptiez pas dessus? Complètement inattendue, liée à la technologie qui a avancé. Absolument, et ça, c'est un vrai gain de temps aujourd'hui. Ouais. Et à part les quelques départs que vous avez eus, est-ce que sinon, il y a une bonne interaction, justement, par exemple, ces raisonnements, est-ce qu'ils peuvent servir à vos équipes de codage? Est-ce que, justement, certaines de vos codificatrices ont vu l'intérêt de, justement, faire évoluer leur poste ou... Oui. L'équipe restante, et Dieu merci, c'est la majorité, ont vu ce côté, au début avec un peu de crainte. On est dans sa zone de confort, on est dans son bureau, on fait le même travail jour après jour, on est vraiment dans sa zone de confort. Demander à quelqu'un de sortir de cette zone de confort et de discuter avec les médecins, d'accompagner les médecins, ça fait peur. Mais une fois qu'elles ont fait le pas, elles aiment bien ça maintenant. Elles aiment bien discuter avec les médecins. Elles commencent à intégrer un petit peu plus les équipes médicales. Et surtout, elles sont prises en considération bien plus qu'avant dans le processus médical. Et avant, les médecins ne s'intéressaient pas du tout à nos codeurs médicaux. Le codage médical, pour eux, c'était simplement quelque chose, des statistiques qu'on devait rendre à l'Office fédéral de la statistique. Ils ne connaissaient pas forcément les impacts que ça avait. Et maintenant, on constate que les médecins sont de plus en plus friands à comprendre et contacter nos codeurs pour essayer de voir si ce qu'ils font est correct, s'il n'y a pas moyen d'améliorer quelque chose. Donc il y a eu un vrai changement. Ouais. Et donc est-ce que ça participe, vous l'avez dit avant tout à l'heure, est-ce que ça participe à fluidifier les échanges de données entre justement les équipes médicales et soignantes et les équipes chargées du codage?
Alors, Cody ne va pas aider à faciliter le flux de données sur les équipes soignantes, puisqu'on reçoit le rapport opératoire, on reçoit les lettres de sortie, donc c'est quand même un processus qui est fait manuellement, et Cody va lire le résultat. Donc ce qui a aidé, c'est surtout la partie codage médical. Par contre, avec les outils qu'on a aujourd'hui à disposition, les outils de dictée qui permettraient de structurer plus facilement, on pourrait avoir un outil avant Cody qui permettrait au médecin de simplement dicter son rapport opératoire, sa lettre de sortie, de la structurer via une intelligence artificielle, même avoir des pop-ups, on le disait tout à l'heure, arthroscopie du genou, peut-être un petit pop-ups, est-ce que tu n'as pas oublié la suture du ménisque? Ah, ben tiens, oui, pam pam, je rajoute ça. Et de faire le lien après entre ce rapport pré-Cody et le rapport Cody pour améliorer encore plus la qualité. Donc aujourd'hui, la fluidité sur le parti médecin et soignant, non, par défaut, parce que ça vient qu'après. Clairement, sur la partie codage médical, ça a clairement amélioré certains points. Et on ne fait et on challenge énormément la machine. Hein. On challenge énormément la machine avant de libérer quoi que ce soit. Donc ça, c'est encore le début de l'aventure, finalement. On est qu'au début. Hein. Parce que, justement, on entendait Stéphane qui parlait de codage en continu, permis par Cody. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou que vous allez potentiellement utiliser? Il le fait déjà, le codage en continu en background. En background, mais je disais pour utiliser en fait les données en rapport avec de la gestion des séjours, de la gestion de... Oui, j'en reviens peut-être à ce que j'avais dit tout à l'heure. Les résultats de Cody sont analysés avec les résultats humains. Et ce qui nous permet de challenger aussi, et peut-être de nous améliorer ou de changer les manières de penser au niveau humain. Parce que vous faites votre école à Lausanne ou votre école à Berne, pour la même opération, parfois l'humain a deux manières de coder le même cas. Donc ça nous a amené une troisième source pour voir quel était peut-être le meilleur codage possible ou changer les mentalités dans certains cas, et c'était très intéressant. Donc voilà, si vous deviez donner des conseils, que vous avez cette expérience un petit peu plus longue que les autres, si vous deviez donner des conseils à quelqu'un qui s'intéresse à apprendre Cody, ou à intégrer Cody en tout cas à ces outils de codage, qu'est-ce que vous leur diriez? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter ou... Si l'établissement est trop pluridisciplinaire, je pense que ça risque d'être compliqué. Si vous avez une activité phare dans votre établissement, ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant. Pour le simple fait que vous pouvez vous focaliser déjà sur cette activité-là. Avoir une activité trop pluridisciplinaire, ça pourrait faire en sorte que vous avez peut-être trop peu de cas à la fois et vous n'aurez pas le sentiment d'avancer comme il le faut. Non, enfin, personnellement, nous, l'expérience Cody a été quelque chose que on a eu peur, hein, comme tout le monde, hein, mais on ne le regrette pas, ouais, clairement. Merci. Je vous en prie.